Le 28 mai dernier, c'était la journée internationale d'action pour la santé des femmes et de la prise en charge en passant par le diagnostic de la pathologie au suivi des soins. Les femmes doivent encore faire face à de nombreux obstacles et stéréotypes de genre. Les femmes sont souvent prises en charge plus tard. Elles sont moins nombreuses à participer également aux études médicales et sont plus victimes de dépression que les hommes. Alors pour tenter de comprendre pourquoi, nous recevons avec nous en studio Anissa Dortenzio. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie des femmes prévoyantes socialistes. On va s'intéresser avec vous à ce sujet. Alors le corps des femmes finalement, ça doit toujours être contrôlé par les hommes ? Absolument pas. Pour les médecins, dans la médecine traditionnelle. Non, en fait, c'est une question assez intéressante parce qu'on voit que de manière générale, historiquement, au fil des siècles, et même lorsqu'on a développé de manière universitaire la médecine et les sciences biomédicales, on voit que c'est toujours les hommes qui ont été pris en standard et que les femmes étaient vraiment pensées à défaut ou alors étaient prises en compte quand c'était leur utérus qui importait. Pour, par exemple, repeupler la nation après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a vraiment des faits qui montrent qu'il y a eu des politiques natalistes qui interdisaient l'avortement ou des publicités contre la contraception à l'époque pour, effectivement, quelles que soient les conditions, repeupler le pays. Alors, vous parlez des différentes études aussi, des médicaments. Ça, c'est justement un axe que vous avez envie de développer dans cette nouvelle campagne de communication que vous lancez donc aux femmes prévoyantes socialistes. C'est de dire, aujourd'hui, quand on fait une étude médicale, que ce soit pour un médicament, pour un vaccin, par exemple, là, on en a beaucoup parlé évidemment avec le Covid, il n'y a que 30% des patients étudiés qui sont des femmes. Et donc, les effets secondaires, ils ne sont pas toujours les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Et ça, c'est très peu pris en compte. Exactement. En fait, ce chiffre est déjà débattu entre différents instituts de recherche. Certains trouvent que c'est beaucoup plus élevé et qu'en fait, il n'y a pas plus d'amélioration à faire. Et d'autres, qui est plutôt de notre côté, les femmes prévoyantes socialistes, on trouve qu'il y a encore des améliorations à faire qui doivent être augmentées et qu'on doit vraiment prendre en compte l'analyse du sexe et du genre à toutes les étapes et surtout aux résultats. Et de là, du coup, on voit qu'effectivement, les femmes en général, c'est elles qui ont le plus d'effets secondaires à partir quels que soient les médicaments, par exemple les antidépresseurs, et qui sont en général plus forts aussi, à 90%. Et parce que ce n'est pas étudié pendant la phase de recherche clinique, en fait, c'est pour ça ? Exactement, il y a beaucoup moins de participantes femmes et du coup on ne sait pas étudier les effets des médicaments sur par exemple leur cycle menstruel. Typiquement, par exemple, on va étudier les femmes et les effets des médicaments à partir du début du cycle menstruel où les hormones sont plus ou moins comparables à celles des taux d'hormones des hommes. Mais sauf que le cycle menstruel et les hormones fluctuent au fil du cycle menstruel et parfois certains médicaments vont être alors surdosés et à d'autres moments sous-dosés. Et ça va avoir des effets dramatiques sur la santé de certaines femmes, oui. Comment on explique qu'il y ait si peu de femmes candidates à ces études ? C'est parce que c'est trop compliqué pour elles, on ne va pas les chercher ? C'est quoi la raison en fait ? Alors, il y a une part de ce que vous dites, mais il y a aussi, en fait, tout un passé historique qui est lié à des scandales de médicaments. Par exemple, il y a la thalidomide et un autre médicament imprononçable oralement à dire, qui ont fait des énormes scandales parce que des femmes ont eu des enfants avec des malformations à la suite de participation à ces essais cliniques-là. Du coup, les firmes pharmaceutiques, à cette époque, ont décidé de complètement arrêter les essais cliniques sur les femmes pour les protéger, sauf qu'au final, on a voulu les protéger, mais alors donner des médicaments par défaut sans savoir les effets concrets sur leur vie et sur leur métabolisme, en fait. Oui, sachant que c'est quand même la moitié de la population, c'est sûr que ça peut être problématique dans ces effets secondaires. Alors ça, c'est une partie. Vous parliez tout à l'heure de la dépression. Les femmes sont plus sujettes à la dépression que les hommes, en tout cas, c'est ce qui ressort des études statistiques. On a l'impression que c'est un peu quelque chose d'immuable. Vous, ce que vous dites, c'est aussi que c'est lié en fait aux inégalités sociales et aux conditions, et notamment à la charge mentale. Exactement. En fait, bien sûr, il y a des facteurs génétiques, mais qui, selon les études, sont moindres par rapport aux facteurs, nous on appelle ça les facteurs de risque sociaux, en fait, qui sont notamment la charge mentale, le fait d'avoir des doubles journées, de devoir gérer tout seul la famille, l'aspect domestique et le travail, mais aussi tout ce qui est lié aux violences, en fait. Quand on voit que c'est une femme sur trois qui subit des violences, et d'autant plus lorsqu'elle est disons qu'elle a une situation de handicap, par exemple, ou d'autres facteurs, ces violences-là augmentent. Alors, il y a aussi tout ce qui est prendre soin aussi, comme vous le disiez.
et notamment les violences aussi et les discriminations de manière générale. Mais justement, vous parlez de cette méfiance des femmes envers la santé de manière générale. On l'a encore vu récemment avec des cas de violence obstétrique qui étaient sortis dans la presse. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a assez d'avancées pour mettre les femmes en confiance pour qu'après, elles se tournent plus facilement vers le milieu médical, mais aussi des études qui pourraient permettre de faire avancer les recherches? Est-ce que vous avez l'impression qu'on avance ou est-ce qu'on stagne pour le moment? Alors, tout dépend des phénomènes au sein des secteurs médicaux. Par exemple, les violences obstétricales, c'est une vraie avancée de pouvoir enfin avoir eu une étude de la plateforme pour une naissance respectée. Enfin, une première étude qui montre effectivement les constats au niveau belge. Ça, c'est par exemple une avancée, mais après, il faut que ça suive en fait. Il faut qu'il y ait sur le terrain des pratiques plus inclusives et qui prennent beaucoup plus en compte la réalité des femmes. Donc, pour moi, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc, ça veut dire qu'on peut les améliorer concrètement comment? Parce que ça, c'est votre discours, c'est il faut améliorer la connaissance des femmes, des pathologies aussi qui peuvent être exclusivement féminines. Je pense notamment à l'endométriose ou d'autres pathologies comme la migraine qui touchent plus les femmes et qui a été moins étudiée dans l'histoire de la médecine. Ça veut dire qu'il faut, dès les études, en fait, des médecins, les former par rapport à ça et par rapport à la spécificité du genre. Exactement, à la spécificité du genre, du sexe, mais aussi des formes de violence qui peuvent toucher pas mal de publics différents, que ce soit lié à l'handicap ou aux discriminations liées à l'origine. C'est vraiment des choses qui doivent pouvoir être intégrées au cursus dès le début, en fait, et pas seulement un petit cours à option nébuleux et pas très clair. Et voilà, il faut que ce soit une part importante, en fait, de leur formation. Il y a aussi une sensibilisation à faire auprès des femmes pour qu'elles aillent se faire dépister plus souvent, notamment pour les maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de décès. Oui, aussi. En fait, il faut jouer sur plusieurs tableaux. Il faut à la fois donner un maximum d'informations au public et aux patientes et aux patients, et à l'entourage, mais aussi pouvoir former les médecins, interpeller le monde médical de manière générale, mais aussi le monde politique, en fait, qu'on appelle le concept de gender mainstreaming, qui est en fait de vraiment appliquer une analyse de genre et de sexe à toutes les politiques et de voir les effets positifs et négatifs des politiques qu'on veut mettre en place. Oui, vraiment compter, donc regarder ce que ça peut donner Exactement. Sur les femmes et quelle est l'implication. Et les femmes racisées aussi, puisqu'elles sont victimes d'autres stéréotypes aussi et donc d'autres discriminations. Exactement. En fait, tout est interconnecté. C'est ça qui est intéressant et qui est aussi d'autant plus difficile de pouvoir déconstruire les phénomènes. Par exemple, des femmes d'origine immigrée, typiquement, vont souvent avoir une situation de précarité économique, vont souvent aussi subir plus de discrimination, par exemple avec le syndrome méditerranéen. Donc le fait qu'on prenne moins en compte leurs douleurs par certains médecins, pas tous, mais certains. Tout ça doit être pris en compte, clairement. Il faut une politique médicale et plus inclusive. Merci beaucoup Anissa D'Ortenzio d'être venue nous donner toutes ces explications. Je rappelle que vous faites partie donc des femmes prévoyantes socialistes. Merci.